Histoire extraordinaire, écrite par Edgar Allan Poe, traduction par Charles Baudelaire, lu par Équilivre, livre audio. Aventure sans pareille d'un certain Hans Pfaall. Suite. Il y avait une autre difficulté qui ne lassait pas de me causer quelque inquiétude. On a observé que dans les ascensions poussées à une hauteur considérable, outre la gêne de la respiration, on éprouvait dans la tête et dans tout le corps un immense malaise, souvent accompagné de saignements de nez et d'autres symptômes passablement alarmants, et qui devenaient de plus en plus insupportables à mesure qu'on s'élevait. C'était là une considération passablement effrayante. N'était-il pas probable que ces symptômes augmenteraient jusqu'à ce qu'ils se terminassent par la mort elle-même? Après mûre réflexion, je conclus que non. Il fallait en chercher l'origine dans la disparition progressive de la pression atmosphérique, à laquelle est accoutumée la surface de notre corps, et dans la distension inévitable des vaisseaux sanguins superficiels, et non dans une désorganisation positive du système animal, comme dans le cas de difficultés de respiration où la densité atmosphérique est chimiquement insuffisante pour la rénovation régulière du sang dans un ventricule du cœur. Excepté dans le cas où cette rénovation ferait défaut, je ne voyais pas de raison pour que la vie ne se maintînt pas même dans le vide, car l'expansion et la compression de la poitrine, qu'on appelle communément respiration, est une action purement musculaire. Elle est la cause et non l'effet de la respiration. En un mot, je concevais que le corps s'habituant à l'absence de pression atmosphérique, ses sensations douloureuses devaient diminuer graduellement. Et pour les supporter, tant qu'elles dureraient, j'avais toute confiance dans la solidité de fer de ma constitution. J'ai donc exposé quelques-unes des considérations, non pas toutes certainement, qui m'induisirent à former le projet d'un voyage à la Lune. Je vais maintenant, s'il plaît à vos excellences, vous exposer le résultat d'une tentative dont la conception paraît si audacieuse et qui, dans tous les cas, n'a pas sa pareille dans les annales de l'humanité. Ayant atteint la hauteur dont il a été parlé ci-dessus, c'est-à-dire 3 miles 3/4, je jetai hors de la nacelle une quantité de plumes, et je vis que je montais toujours avec une rapidité suffisante. Il n'y avait donc pas nécessité de jeter du lest. J'en fus très aise, car je désirais garder avec moi autant de lest que j'en pourrais porter, par la raison bien simple que je n'avais aucune donnée positive sur la puissance d'attraction et sur la densité atmosphérique. Je ne souffrais jusqu'à présent d'aucun malaise physique, je respirais avec une parfaite liberté et n'éprouvais aucune douleur dans la tête. La chatte était couchée fort solennellement sur mon habit que j'avais ôté et regardait les pigeons avec un air de nonchaloir. Ces derniers, que j'avais attachés par la patte pour les empêcher de s'envoler, étaient fort occupés à piquer quelques grains de riz éparpillés pour eux au fond de la nacelle. À 6h20, le baromètre donnait une élévation de 26 400 pieds, ou 5 miles, à une fraction près. La perspective semblait sans bornes. Rien de plus facile d'ailleurs que de calculer à l'aide de la trigonométrie sphérique l'étendue de surface terrestre qu'embrassait mon regard. La surface convexe d'un segment de sphère est à la surface entière de la sphère comme le sinus verse du segment est au diamètre de la sphère. Or, dans mon cas, le sinus verse, c'est-à-dire l'épaisseur du segment situé au-dessous de moi, était à peu près égale à mon élévation, ou à l'élévation du point de vue au-dessus de la surface. La proportion de 5 miles à 8 miles exprimerait donc l'étendue de la surface que j'embrassais, c'est-à-dire que j'apercevais la 16/100e partie de la surface totale du globe. La mer apparaissait polie comme un miroir, bien qu'à l'aide du télescope je découvrisse qu'elle était dans un état de violente agitation. Le navire n'était plus visible, il avait sans doute dérivé vers l'est. Je commençai dès lors à ressentir par intervalles une forte douleur à la tête, bien que je continuasse à respirer à peu près librement. La chatte et les pigeons semblaient n'éprouver aucune incommodité. À 7h moins 20, le ballon entra dans la région d'un grand et épais nuage qui me causa beaucoup d'ennui. Mon appareil condensateur en fut endommagé, et je fus trempé jusqu'aux os. C'est à coup sûr une singulière rencontre, car je n'aurais pas supposé qu'un nuage de cette nature pût se soutenir à une si grande élévation.
Je pensais faire pour le mieux en jetant 2 morceaux de lest de 5 livres chaque, ce qui me laissait encore 175 livres de lest. Grâce à cette opération, je traversai bien vite l'obstacle, et je m'aperçus immédiatement que j'avais gagné prodigieusement en vitesse. Quelques secondes après que j'eus quitté le nuage, un éclair éblouissant le traversa d'un bout à l'autre, et l'incendia dans toute son étendue, lui donnant l'aspect d'une masse de charbon en ignition. Qu'on se rappelle que ceci se passait en plein jour. Aucune pensée ne pourrait rendre la sublimité d'un pareil phénomène se déployant dans les ténèbres de la nuit. L'enfer lui-même aurait trouvé son image exacte. Tel que je le vis, ce spectacle me fit dresser les cheveux. Cependant, je dardai au loin mon regard dans les abîmes béantes. Je laissai mon imagination plonger et se promener sous d'étranges et immenses voûtes, dans des gouffres empourprés, dans les abîmes rouges et sinistres d'un feu effrayant et insondable. Je l'avais échappé belle. Si le ballon était resté 1 minute de plus dans le nuage, c'est-à-dire si l'incommodité dont je souffrais ne m'avait pas déterminé à jeter du lest, ma destruction pouvait en être et en eût très probablement été la conséquence. De pareils dangers, quoiqu'on y fasse peu attention, sont les plus grands peut-être qu'on puisse courir en ballon. J'avais pendant ce temps atteint une hauteur assez grande pour n'avoir aucune inquiétude à ce sujet. Je m'élevai alors très rapidement, et à cette heure, le ballon donnait une hauteur qui n'était pas moindre de 9 miles et demi. Je commençai à éprouver une grande difficulté de respiration. Ma tête aussi me faisait excessivement souffrir, et ayant senti depuis quelque temps de l'humidité sur mes joues, je découvris à la fin que c'était du sang qui suintait continuellement du tympan de mes oreilles. Mes yeux me donnaient aussi beaucoup d'inquiétude. En passant ma main dessus, il me sembla qu'ils étaient poussés hors de leurs orbites, et à un degré assez considérable, et tous les objets contenus dans la nacelle et le ballon lui-même se présentaient à ma vision sous une forme monstrueuse et faussée. Ces symptômes dépassaient ceux auxquels je m'attendais, et me causaient quelque alarme. Dans cette conjecture, très imprudemment et sans réflexion, je jetai hors de la nacelle 3 morceaux de lest de 5 livres chaque. La vitesse dès lors accélérée de mon ascension m'emporta trop rapidement et sans gradation suffisante dans une couche d'atmosphère singulièrement raréfiée, ce qui faillit amener à un résultat fatal pour mon expédition et pour moi-même. Je fus soudainement pris par un spasme, qui dura plus de 5 minutes, et même, quand il eut en partie cessé, il se trouva que je ne pouvais plus aspirer qu'à de longs intervalles, et d'une manière convulsive, saignant copieusement pendant tout ce temps par le nez, par les oreilles, et même légèrement par les yeux. Les pigeons semblaient en proie à une excessive angoisse, et se débattaient pour s'échapper, pendant que la chatte miaulait lamentablement, chancelant çà et là à travers la nacelle, comme sous l'influence d'un poison. Je découvris alors trop tard l'immense imprudence que j'avais commise en jetant du lest, et mon trouble devint extrême. Je n'attendais pas moins que la mort, et la mort dans quelques minutes. La souffrance physique que j'éprouvais contribuait aussi à me rendre presque incapable d'un effort quelconque pour sauver ma vie. Il me restait à peine la faculté de réfléchir, et la violence de mon mal de tête semblait augmenter de minute en minute. Je m'aperçus alors que mes sens allaient bientôt m'abandonner tout à fait, et j'avais déjà empoigné une des cordes de la soupape, quand le souvenir du mauvais tour que j'avais joué aux 3 créanciers et la crainte des conséquences qui pouvaient m'accueillir à mon retour m'effrayèrent et m'arrêtèrent pour le moment. Je me couchai au fond de la nacelle et m'efforçai de rassembler mes facultés. J'y réussis un peu, et je résolus de tenter l'expérience d'une saignée. Mais comme je n'avais pas de lancette, je fus obligé de procéder à cette opération tant bien que mal, et finalement j'y réussis en m'ouvrant une veine du bras gauche avec la lame de mon canif. Le sang avait à peine commencé à couler que j'éprouvai un soulagement notable, et lorsque j'en eus perdu à peu près la valeur d'une demi-cuvette de dimension ordinaire, les plus dangereux symptômes avaient pour la plupart entièrement disparu. Cependant, je ne jugeais pas prudent d'essayer de me remettre immédiatement sur mes pieds,
mais ayant bandé mon bras du mieux que je pus, je restai immobile pendant un quart d'heure environ. Au bout de ce temps, je me levai et me sentis plus libre, plus dégagé de toute espèce de malaise que je ne l'avais été depuis 1 heure 1 quart. Cependant, la difficulté de respiration n'avait que fort peu diminué, et je pensais qu'il y aurait bientôt nécessité urgente à faire usage du condensateur. En même temps, je jetai les yeux sur ma chatte, qui s'était commodément réinstallée sur mon habit, et à ma grande surprise, je découvris qu'elle avait jugé à propos, pendant mon indisposition, de mettre au jour une ventrée de 5 petits chats. Certes, je ne m'attendais pas le moins du monde à ce supplément de passagers, mais en somme, l'aventure me fit plaisir. Elle me fournissait l'occasion de vérifier une conjecture qui, plus qu'aucune autre, m'avait décidé à tenter cette ascension. J'avais imaginé que l'habitude de la pression atmosphérique à la surface de la Terre était en grande partie la cause des douleurs qui attaquaient la vie animale à une certaine distance au-dessus de cette surface. Si les petits chats éprouvaient du malaise au même degré que leur mère, je devais considérer ma théorie comme fausse. Mais je pouvais regarder le cas contraire comme une excellente confirmation de mon idée. À 8 heures, j'avais atteint une élévation de 17 miles. Ainsi, il me parut évident que ma vitesse ascensionnelle non seulement augmentait, mais que cette augmentation eût été légèrement sensible, et même dans le cas où je n'aurais pas jeté de lest comme je l'avais fait. Les douleurs de tête et d'oreille revenaient par intervalles avec violence, et de temps à autre, j'étais repris par mes saignements de nez. Mais en somme, je souffrais beaucoup moins que je ne m'y étais attendu. Cependant, de minute en minute, ma respiration devenait plus difficile, et chaque inhalation était suivie d'un mouvement spasmodique de la poitrine des plus fatigants. Je déployai alors l'appareil condensateur, de manière à le faire fonctionner immédiatement. L'aspect de la Terre, à cette période de mon ascension, était vraiment magnifique. À l'ouest, au nord et au sud, aussi loin que pénétrait mon regard, s'étendait une nappe illimitée de mer en apparence immobile, qui de seconde en seconde prenait une teinte bleue plus profonde. À une vaste distance vers l'est, s'allongeaient très distinctement les îles britanniques, les côtes occidentales de la France et de l'Espagne, ainsi qu'une petite portion de la partie nord du continent africain. Il était impossible de découvrir une trace des édifices particuliers, et les plus orgueilleuses cités de l'humanité avaient absolument disparu de la surface de la Terre. Ce qui m'étonna particulièrement dans l'aspect des choses situées au-dessous de moi, ce fut la concavité apparente de la surface du globe. Je m'attendais, assez sottement, à voir sa convexité réelle se manifester plus distinctement, à proportion que je m'élèverais. Mais quelques secondes de réflexion me suffirent pour expliquer cette contradiction. Une ligne abaissée perpendiculairement sur la terre, du point où je me trouvais, aurait formé la perpendiculaire d'un triangle rectangle, dont la base se serait étendue de l'angle droit à l'horizon, et l'hypoténuse de l'horizon au point occupé par mon ballon. Mais l'élévation où j'étais placé était rien ou presque rien comparativement à l'étendue embrassée par mon regard. En d'autres termes, la base et l'hypoténuse du triangle supposé étaient si longues comparées à la perpendiculaire qu'elles pouvaient être considérées comme deux lignes presque parallèles. De cette façon, l'horizon de l'aéronaute lui apparaît toujours au niveau de sa nacelle. Mais comme le point situé immédiatement au-dessous de lui apparaît et est en effet à une immense distance, naturellement il lui paraît aussi à une immense distance au-dessous de l'horizon. De là l'impression de concavité, et cette impression durera jusqu'à ce que l'élévation se trouve relativement à l'étendue de la perspective dans une proportion telle que le parallélisme apparent de la base et de l'hypoténuse disparaisse. Cependant, comme les pigeons semblaient souffrir horriblement, je résolus de leur donner la liberté. Je déliai d'abord l'un d'eux, un superbe pigeon gris saumonné, et le plaçai sur le bord de la nacelle. Il semblait excessivement mal à son aise. Regardait anxieusement autour de lui, battait des ailes, faisait entendre un roucoulement très accentué, mais ne pouvait pas se décider à s'élancer hors de la nacelle. À la fin, je le pris et le jetai à 6 yards environ du ballon. Cependant, bien loin de descendre comme je m'y attendais, il fit des efforts véhéments pour rejoindre le ballon, poussant en même temps des cris très aigus et très perçants.
Enfin, il réussit à rattraper sa première position sur le bord du panier, mais à peine s'y était-il posé qu'il pencha sa tête sur sa gorge et tomba mort au fond de la nacelle. L'autre n'eut pas un sort aussi déplorable. Pour l'empêcher de suivre l'exemple de son camarade et d'effectuer un retour vers le ballon, je le précipitai vers la terre de toute ma force, et vis avec plaisir qu'il continuait à descendre avec une grande vélocité, faisant usage de ses ailes très facilement et d'une manière parfaitement naturelle. En très peu de temps, il fut hors de vue, et je ne doute pas qu'il ne soit arrivé à bon port. Quant à la Minette, qui semblait en grande partie remise de sa crise, elle se faisait maintenant un joyeux régal de l'oiseau mort, et finit par s'endormir avec toutes les apparences du contentement. Les petits chats étaient parfaitement vivants et ne manifestaient pas le plus léger symptôme de malaise. À 8h15, ne pouvant pas respirer plus longtemps sans une douleur intolérable, je commençai immédiatement à ajuster autour de la nacelle l'appareil attenant au condensateur. Cet appareil demande quelques explications, et vos excellences voudront bien se rappeler que mon but, en premier lieu, était de m'enfermer entièrement, moi et ma nacelle, et de me barricader contre l'atmosphère singulièrement raréfiée au sein de laquelle j'existais. Et enfin d'introduire à l'intérieur, à l'aide de mon condensateur, une quantité de cette même atmosphère suffisamment condensée pour les besoins de la respiration. Dans ce but, j'avais préparé un vaste sac de caoutchouc, très flexible, très solide, absolument imperméable. La nacelle tout entière se trouvait en quelque sorte placée dans ce sac, dont les dimensions avaient été calculées pour cet objet, c'est-à-dire qu'il passait sous le fond de la nacelle, s'étendait sur ses bords et montait extérieurement le long des cordes jusqu'au cerceau où le filet était attaché. Ayant ainsi déployé le sac et fait hermétiquement la clôture de tous les côtés, il fallait maintenant assujettir le haut ou l'ouverture du sac en faisant passer le tissu de caoutchouc au-dessus du cerceau, en d'autres termes, entre le filet et le cerceau. Mais si je détachais le filet du cerceau pour opérer ce passage, comment la nacelle pourrait-elle se soutenir? Or, le filet n'était pas ajusté au cerceau d'une manière permanente, mais attaché par une série de brides mobiles ou de nœuds coulants. Je ne défis donc qu'un petit nombre de ces brides à la fois, laissant la nacelle suspendue par les autres. Ayant fait passer ce que je pus de la partie supérieure du sac, je rattachai les brides, non pas au cerceau, car l'interposition de l'enveloppe de caoutchouc rendait cela impossible, mais à une série de gros boutons fixés à l'enveloppe elle-même, à 3 pieds environ au-dessous de l'ouverture du sac, les intervalles des boutons correspondant aux intervalles des brides. Cela fait, je détachai du cerceau quelques autres brides, j'introduisis une nouvelle portion de l'enveloppe, et les brides dénouées furent à leur tour assujetties à leurs boutons respectifs. Par ce procédé, je pouvais faire passer toute la partie supérieure du sac entre le filet et le cerceau. Il est évident que le cerceau devait dès lors tomber dans la nacelle, tout le poids de la nacelle et de son contenu n'étant plus supporté que par la force des boutons. À première vue, ce système pouvait ne pas offrir une garantie suffisante, mais il n'y avait aucune raison de s'en défier, car non seulement les boutons étaient solides par eux-mêmes, mais de plus ils étaient si rapprochés que chacun ne supportait en réalité qu'une très légère partie du poids total. La nacelle et son contenu auraient pesé 3 fois plus que je n'en aurais pas été inquiet le moins du monde. Je relevai alors le cerceau le long de l'enveloppe de caoutchouc et je l'étayai sur 3 perches légères préparées pour cet objet. Cela avait pour but de tenir le sac convenablement distendu par le haut, et de maintenir la partie inférieure du filet dans la position voulue. Tout ce qui me restait à faire maintenant était de nouer l'ouverture du sac, ce que j'opérai facilement, en rassemblant les plis du caoutchouc, et en les tordant étroitement ensemble au moyen d'une espèce de tourniquet à demeure. Sur les côtés de l'enveloppe ainsi déployée autour de la nacelle, j'avais fait adapter 3 carreaux de verre rond, très épais mais très clairs, au travers desquels je pouvais voir facilement autour de moi dans toutes les directions horizontales. Dans la partie du sac qui formait le fond était une 4e fenêtre analogue, correspondant à une petite ouverture pratiquée dans le fond de la nacelle elle-même. Celle-ci me permettait de regarder perpendiculairement au-dessous de moi. Mais il m'avait été impossible d'ajuster une invention du même genre au-dessus de ma tête.
en raison de la manière particulière dont j'étais obligé de fermer l'ouverture, et des plis nombreux qui en résultaient. J'avais donc renoncé à voir les objets situés dans mon zénith. Mais c'était là une chose de peu d'importance, car lors même que j'aurais pu placer une fenêtre au-dessus de moi, le ballon aurait fait obstacle à ma vue et m'aurait empêché d'en faire usage. À 1 pied environ au-dessous d'une des fenêtres latérales était une ouverture circulaire de 3 pouces de diamètre avec un rebord de cuivre façonné intérieurement pour s'adapter à la spirale d'une vis. Dans ce rebord se vissait le large tube du condensateur, le corps de la machine étant naturellement placé dans la chambre de caoutchouc. En faisant le vide dans le corps de la machine, on attirait dans ce tube une masse d'atmosphère ambiante raréfiée, qui de là était déversée à l'état condensé et mêlée à l'air subtil déjà contenu dans la chambre. Cette opération, répétée plusieurs fois, remplissait à la longue la chambre d'une atmosphère suffisant aux besoins de la respiration. Mais dans un espace aussi étroit que celui-ci, elle devait nécessairement, au bout d'un temps très court, se vicier et devenir impropre à la vie par son contact répété avec les poumons. Elle était alors rejetée par une petite soupape placée au fond de la nacelle, l'air dense se précipitant promptement dans l'atmosphère raréfiée. Pour éviter à un certain moment l'inconvénient d'un vide total dans la chambre, cette purification ne devait jamais être effectuée en une seule fois, mais graduellement, la soupape n'étant ouverte que pour quelques secondes, puis refermée, jusqu'à ce qu'un ou deux coups de pompe du condensateur eussent fourni de quoi remplacer l'atmosphère expulsée. Par amour des expériences, j'avais placé la chatte et ses petits dans un petit panier, et les avais suspendus en dehors de la nacelle par un bouton placé près du fond, tout auprès de la soupape, à travers laquelle je pouvais leur faire passer de la nourriture quand besoin était. J'accomplis cette manœuvre avant de fermer l'ouverture de la chambre, et non sans quelque difficulté, car il me fallut, pour atteindre le dessous de la nacelle, me servir d'une des perches dont j'ai parlé, à laquelle était fixé un crochet. Aussitôt que l'air condensé eut pénétré dans la chambre, le cerceau et les perches devinrent inutiles. L'expansion de l'atmosphère incluse distendit puissamment le caoutchouc. Quand j'eus fini tous ces arrangements et rempli la chambre d'air condensé, il était 9h moins 10. Pendant tout le temps qu'avaient duré ces opérations, j'avais horriblement souffert de la difficulté de respiration, et je me repentais amèrement de la négligence, ou plutôt de l'incroyable imprudence dont je m'étais rendu coupable en remettant au dernier moment une affaire d'une si haute importance. Mais enfin, lorsque j'eus fini, je commençai à recueillir, et promptement, les bénéfices de mon invention. Je respirai de nouveau avec une aisance et une liberté parfaite. Et vraiment, pourquoi n'en eût-il pas été ainsi? Je fus aussi très agréablement surpris de me trouver en grande partie soulagé des vives douleurs qui m'avaient affligé jusqu'alors. Un léger mal de tête accompagné d'une sensation de plénitude ou de distension dans les poignets, les chevilles et la gorge était à peu près tout ce dont j'avais à me plaindre maintenant. Ainsi, il était positif qu'une grande partie du malaise provenant de la disparition de la pression atmosphérique s'était absolument évanouie, et que presque toutes les douleurs que j'avais endurées pendant les 2 dernières heures devaient être attribuées uniquement aux effets d'une respiration insuffisante. À 9h moins 20, c'est-à-dire peu de temps après avoir fermé l'ouverture de ma chambre, le mercure avait atteint son extrême limite et était retombé dans la cuvette du baromètre, qui, comme je l'ai dit, était d'une vaste dimension. Il me donnait alors une hauteur de 132 000 pieds, ou de 25 miles. Et conséquemment, mon regard en ce moment n'embrassait pas moins de la 320e partie de la surface totale de la Terre. À 9h, j'avais de nouveau perdu de vue la Terre dans l'Est, mais pas avant de m'être aperçu que le ballon dérivait rapidement vers le nord-nord-ouest. L'océan au-dessous de moi gardait toujours son apparence de concavité, mais sa vue était souvent interceptée par des masses de nuées qui flottaient çà et là. À 9h30, je recommençai l'expérience des plumes. J'en jetai une poignée à travers la soupape. Elles ne voltigèrent pas, comme je m'y attendais, mais tombèrent perpendiculairement, en masse, comme un boulet, et avec une telle vélocité que je les perdis de vue en quelques secondes. Je ne savais d'abord que penser de cet extraordinaire phénomène. Je ne pouvais croire que ma vitesse ascensionnelle se fût si soudainement et si prodigieusement accélérée. Mais je réfléchis bientôt que l'atmosphère était maintenant trop raréfiée, pour soutenir même des plumes.
qu'elle tombait réellement, ainsi qu'il m'avait semblé, avec une excessive rapidité, et que j'avais été simplement surpris par les vitesses combinées de leur chute et de mon ascension.